Raphaël Danger, 30 ans, marié, 2 enfants et 7 mois passés dans les sables saoudiens et koweïtiens. Qu'est-ce que vous faisiez dans le golf hein? J'étais pilote VTLR, c'est-à-dire camion remorque, avec des plateaux. Et dessus on transportait, la mission principale c'était de transporter les obus 155. Là j'étais caporal. C'est quoi? Là j'étais caporal aussi ma fille. Moi aussi? Non, j'étais caporal, en 90 j'avais 2 ans de service. Donc bon, c'était le cursus classique quoi, je pense. Non, là je vais vous dire, je suis un peu ému quoi. Ça vous replonge en arrière hein? Ah, tout à fait. Vous pouvez couper le merlier là. Je vous en prie, monsieur. Ce que j'ai vu la terre trembler sous les obus quoi. C'est vrai que du 155 quand ça tombe ça bouge quoi. Et quand vous avez une batterie qui tire en même temps, qui font un point flash, ou je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Qui font, c'est-à-dire qu'ils tirent l'un après l'autre toutes les 6 secondes. Ouais, ils tirent, une rame, et 6 secondes après il y a le premier qui recommence. Je veux dire, par terre ça bouge quoi. Et quand c'est en pleine nuit, là bon vous dites, à mon avis on est dedans quoi. Le mal de Raphaël Danger, c'est le mal de beaucoup de soldats, de retour de la guerre, après le stress des combats. Mais dans le cas de cet homme, problème. À aucun moment, en effet, il n'a participé directement à l'offensive. En fait, cette fragilité psychologique est l'un des premiers signes cliniques répertoriés chez les Américains pour définir ce que l'on appelle le syndrome du Golfe. Je pense que depuis qu'il est rentré de cette guerre du Golfe, son comportement a changé. Il devient beaucoup plus agressif, beaucoup plus vite et c'est vrai que des fois moi ça me fait peur. Quand même. C'est vrai. Ouais, j'ai eu un problème moi j'appelle ça un problème psychologique. C'est-à-dire que j'ai, comment on peut dire, Pas péter les plombs. Ouais, pas péter les plombs, c'est bon, ça se dit pas trop, mais bon, pendant une certaine période, je suis parti dans un autre monde. Je suis parti dans mon monde à moi. En vérité, le monde de Raphaël aujourd'hui est celui de la dépression. Syndrome post-traumatique, ont dit les experts, comme pour les vétérans du Vietnam. Pour les anciens du Golfe, pas de liste publique. Revenus à la vie civile pour beaucoup, ils se sont dispersés sur l'ensemble du territoire, il faut les trouver. Dans le sud, un ancien adjudant-chef tente de regrouper quelques camarades pour former une association de victimes. Voilà. Bonjour. Bernard Vendôme, 37 ans, au total 7 mois dans le Golfe. Il était mécanicien. Avec lui, 2 vétérans. En janvier 91, au moment de l'assaut sur Kuwait City, le premier était infirmier, l'autre entretenait les avions de l'armée de l'air. Tous 2 ont décidé de parler le visage caché. J'ai des problèmes de musculaires, articulaires, la perte de mémoire. Les sommeils difficiles, très agités la nuit, et même avec du revin. Un peu après mon arrivée en France, commençais à avoir des problèmes dorsaux, je ne trouvais pas trop, on disait lombalgie, on ne trouvait pas trop ce que c'était, ça continuait, puis ça allait de mal en pire jusqu'en 1997, où j'ai dû carrément m'arrêter de travailler. Je me sens même pas capable d'assumer quoi que ce soit. Puis avec ces maux de tête qui sont là nuit et jour, donc vous pouvez pas vous concentrer sur quoi que ce soit sur un travail. Vous avez toujours ces maux de tête qui vous prennent. Et j'ai rencontré mon médecin. Il m'a prescrit une visite, un examen à l'hôpital, un scanner. Et là, le médecin, après le scanner, il a rien trouvé. Il a dit c'est votre âge, vous avez des disques, des vertèbres entassés, vous faire soigner plus tard, sans plus. Ils savent pas, parce que ils pensaient que c'était une hernie discale, on m'a opéré une hernie discale, bon ça va pas mieux donc ça peut être autre chose, et on n'arrive pas à trouver cette cause. Je suis tombé sur un médecin qui m'a ausculté donc au CHU de Nîmes, et lui carrément il le met noir sur blanc, il m'a typiquement semblé décrire ce syndrome comprenant une symptomatologie à la fois musculaire et névralgique, décrit aux États-Unis chez les vétérans de la guerre du Golfe. Mais voilà, et disant comme quoi aussi à la fin, que malheureusement il ne pouvait pas faire plus, pour moi disons, que ce qu'il pouvait lire dans certains journaux médicaux.
Ce que Bernard Vendôme et ses camarades ne comprennent pas, c'est l'abandon et la volonté de silence des institutions médicales et militaires. Face à leur souffrance inexpliquée, ils ont le sentiment d'être seuls. Dépression, maux de tête, poussée de violence, douleurs musculaires et osseuses. Un cocktail de symptômes qui laisse la médecine sans voix, c'est le syndrome de la guerre du Golfe, un syndrome qui tue. Le lieutenant-colonel Verchereau commandait une unité de transmission. Ce sportif avait franchi grade après grade tous les échelons pour devenir officier. C'était un vrai militaire, je dirais, un soldat. C'est vrai qu'il aimait son métier et qu'il était fier aussi d'être militaire. C'est vrai que quand il était malade, il m'a dit plusieurs fois, on a dû m'empoisonner. Anne-Marie Verchereau, veuve depuis 3 ans. Parce que c'est vrai que c'était pas il n'avait jamais été malade de sa vie. Donc ça faisait, en quelques années, ça faisait quand même beaucoup de choses. Pour moi, il n'y a pas de doute. D'autant plus que, je vous l'ai dit, mon mari n'était plus le même après son retour. Non, il n'avait plus le même entrain, il était souvent fatigué. Je pense qu'il y a un lien. Que si vous voulez, que la dépression s'explique par ce qui s'est passé là-bas, et puis le cancer également. Jusqu'à aujourd'hui, aucune reconnaissance médicale. Impossible de dire combien de militaires, sur plus de 25 000 engagés dans la division d'Aguet, souffrent actuellement du syndrome de la guerre du Golfe, dans sa version française. En France, le débat est resté pendant des années en sourdine. Aux États-Unis, en revanche, le nombre de vétérans touchés par cet étrange syndrome a dépassé les 100 000 personnes. Du coup, le Pentagone a été interpellé puis poussé dans ses retranchements par les victimes et par leurs familles. Les généraux ont dû s'expliquer. Le fameux secret défense a volé en éclats. Des deux côtés de l'Atlantique, les questions sont les mêmes. À quoi ont été soumis les soldats? Quelles sont donc les causes du mal? Au total, 1 mois et demi de combat et des conséquences encore inconnues. Mais il est clair que le bombardement des usines chimiques de Saddam, les incendies des puits de pétrole, les feux des explosions auront laissé des séquelles sur des milliers de kilomètres carrés de désert et aussi sur les hommes qui s'y trouvaient. À l'époque, la principale peur des soldats français, c'était les armes chimiques. Au niveau des alertes, nous, à notre niveau, on n'avait pas d'appareil de détection, je veux dire, tout près. Où c'est même arrivé une fois qu'un de mes collègues est arrivé avec la tenue, directement au niveau de mon trou, dire à travers son masque, on est en pleine alerte, pour dépêche-toi, quoi, mets le masque à gaz et tout ça, quoi. Si le petit papillon qu'on avait sur le pare-brise changeait de couleur, fallait faire tel truc. C'est-à-dire mettre un masque. Ouais, mettre la MP, quoi. Et ça vous est arrivé une fois? Ouais, ça nous est arrivé une fois, effectivement, le papier avait changé de couleur et nous on n'avait rien vu. On n'avait rien vu, on n'a pas eu d'alerte, on n'avait rien eu, quoi. Puis bon, sur le moment, on n'a pas réagi, quoi. On s'est dit, bon, bah, c'est... Vous n'avez pas paniqué, vous n'avez pas pris le masque tout de suite? Non. Non, parce que... on a pas reçu l'ordre, quoi. Les alertes au gaz ont commencé dès la première heure de la guerre, sans que les soldats n'arrivent à distinguer celles qui étaient réelles de celles qui étaient l'entraînement. Au bout de la 8e fois, vous mettez votre machin sur la tête avec votre combinaison qui fait dans le désert, il fait bon, quoi. On commence à en avoir à la casquette, quoi. Puis bon, la nuit, on n'en parle pas. La nuit, on n'en parle même pas. Il y avait les alertes. À la première, on se réveillait. Deuxième, on se réveillait. Après, on restait couché, quoi. Quand on se retrouve dans une ambiance chimique et qu'il y ait des talacs, des appareils de détection chimique qui se mettent à sonner, je pense qu'il aurait fallu décontaminer les tenues puis les enterrer, quoi. Hervé Desplat était caporal. Malade, il a fondé une association de vétérans. En Irak, moi j'ai vu à 300 mètres de moi une explosion qui dégageait sur le dessus un nuage vert. Donc j'ai pris un masque à gaz et j'ai demandé s'il y avait une alerte chimique. On m'a répondu que non. Longtemps, le Pentagone a tenté de dissimuler les preuves des attaques chimiques sur les troupes alliées.
6 ans après les faits, pourtant, un premier rapport commandé par un sénateur américain recense les attaques perçues par les détecteurs. Le 19 janvier 1991 notamment, soit 2 jours après le début de la guerre, le QG français situé en plein désert saoudien subit une attaque de gaz neurotoxique inconnue. À cette première hypothèse de la contamination du champ de bataille par les gaz, s'ajoute celle des fumées des puits de pétrole en feu. Ou celle d'un empoisonnement par ce médicament. De la pyridostigmine, au départ un médicament censé contrer les effets des gaz neurotoxiques. Mais un médicament tellement puissant que longtemps le ministre de la Défense lui-même a préféré nier sa distribution aux troupes. Les nôtres n'ont pas été soumis à une combinaison de vaccins ni reçus d'antidotes préventifs aux armes chimiques. Moi j'ai pris les cachets. En rentrant en Irak, on a tous eu notre petite boîte et on devait prendre un cachet sur ordre toutes les 8 heures. Donc voilà, il m'en reste 2 plaques complètes et c'est les cachets de 30. Qu'est-ce que c'est? Moi je vais vous dire que c'est contre les produits neurotoxiques. Je vais vous dire que c'est pour empêcher de dormir. Je vais vous dire, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Officiellement, la pyridostigmine permettrait donc de lutter contre l'action des gaz neurotoxiques. Mais si on connaît ses effets en théorie, aucune étude publique ne permet de savoir ce qu'est réellement la pyridostigmine et ce qu'elle amène chez un homme en pleine santé obligé à en prendre préventivement sans suivi médical. On avait bien pris le cachet pendant plus de 2 semaines sûres. C'est ce qu'on m'avait donné, ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, parce que moi, on m'a pas donné la boîte. Moi, on me l'a donné une plaquette comme ça de main à la main, c'est ça, ouais. Les mots des vétérans français, une journaliste les recense depuis quelques mois. En les comparant avec ceux des soldats américains victimes du syndrome du Golfe, elle arrive à une conclusion. Tous les contingents ont été touchés par une combinaison de plusieurs produits. Des études ont montré récemment que la pyridostigmine, combinée avec certains de ces agents chimiques, peut provoquer des désordres graves, des anoxies cérébrales, des lésions du cerveau. Christine Abdelkrim Delane est cofondatrice de l'association Avigolf. Donc il peut y avoir une combinaison de divers facteurs et après la personne qui reçoit ces facteurs, elle n'est pas génétiquement la même que l'autre d'à côté et elle va intégrer ces facteurs différemment. Un sera malade, l'autre ne sera pas malade. Mais si on n'entreprend pas de recherche clinique et scientifique sur les sujets, évidemment on peut dire tout et le contraire de tout. Pas de recherche médicale, pas de résultats. Et donc, pas de soins pour les militaires malades. Mais les mélanges de médicaments ne peuvent pas tout expliquer. Les Américains ont utilisé des armes nouvelles. Les Américains ont utilisé, les Britanniques et probablement les Français, ça une enquête le dirait, des armes à l'uranium appauvri. C'est la dernière hypothèse, l'une des plus inquiétantes, les munitions à uranium appauvri. Un système d'armes utilisé pour la première fois massivement sur un théâtre d'opération. Dans l'armée américaine, 4 véhicules ou appareils au moins tirent des obus à l'uranium appauvri. Le plus célèbre, le A-10, surnommé le tueur de chars. Sous le nez de cet avion, un canon qui peut tirer en 1 minute 4500 obus de 30 mm. L'uranium appauvri, l'un des métaux les plus lourds au monde, peut percer tous les blindages existants. Avantage supplémentaire, il s'enflamme au contact de sa cible. Contre les chars, c'est l'arme absolue, imparable. L'obus se dirige vers le char à Mach 5, 1700 mètres par seconde. À l'impact, le pénétrateur va facilement traverser les plaques de blindage. Une fois dans l'habitacle, c'est l'explosion. L'ogive se désagrège en libérant éclats et poussière d'uranium appauvri tout autour de la cible. Problème, ces poussières d'uranium ingérées ou inhalées ne sont pas éliminées par l'organisme. Ce sont ces poussières qui seraient responsables aujourd'hui des cancers qui frappent les vétérans. Avec nous sur le plateau de Pièces à conviction, Marie-Claude Dubin, elle aussi a participé à la guerre du Golfe, pas en tant que soldat, mais en tant que journaliste. Marie-Claude Dubin, bonsoir. Vous étiez grand reporter à France Soir à l'époque et vous êtes allée sur le front, comme on dit. 10 ans après, quel est votre état de santé?
C'était déjà dur de parler de mon état de santé avant, parce que d'abord c'est un peu contraire à mon métier, et puis surtout je savais aussi qu'il y avait des cas beaucoup plus graves que le mien. Et même maintenant que j'étais voir en reportage Sébastien à Sonchauvet, parce qu'il voulait témoigner avant de mourir, c'est encore plus dur d'en parler. Enfin, sinon, mes médecins ont trouvé des lésions musculaires, des troubles neurologiques et des anomalies sanguines. Alors, vous êtes suivi à l'hôpital Bégin, à Paris, et puis aussi à Percy, qui sont deux hôpitaux militaires. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, un médecin a évoqué devant vous, dans les années qui ont précédé, le fameux syndrome de la guerre du Golfe? Les médecins militaires, d'abord j'ai été les voir cette année, et autant avant que maintenant, de toute façon ils n'en parlent pas, c'est même pour eux quelque chose de complètement ésotérique. Encore aujourd'hui? C'est dur, c'est dur de rentrer dans leur tête. Ils sont avec toujours cette intime conviction que ça n'existe pas. Et les médecins civils, pendant 10 ans c'était la même chose aussi, ils n'en avaient jamais entendu parler. Donc même quand on arrivait avec des dysfonctionnements, disons, ils n'avaient jamais entendu parler ni du syndrome du Golfe, ni des problèmes de la guerre du Golfe. C'est vraiment que depuis 6 mois, on peut en parler en France. Alors, on a vu dans le reportage précédent toutes les causes possibles qui ont été évoquées pour expliquer ce fameux syndrome de la guerre du Golfe. À quelle cause, vous, avez-vous été exposé? Je sais pas, il y a sans doute 2 endroits qui n'étaient pas très sains là où j'ai été, c'est-à-dire comme je suis partie en fait pendant l'offensive terrestre avec la Légion, je me suis, dès le premier jour, je me suis baladée dans un char qui visiblement avait été percuté, me dit-on maintenant, à l'uranium appauvri. Je suis restée près de 3 quarts d'heure dans ce char. Un char irakien? Un char irakien. Je cherchais un carnet de bord, tout simplement, pour essayer de comprendre la guerre aussi du point de vue des Irakiens, puisqu'on n'avait vu aucune image de ce côté-là. Bien sûr. Et donc maintenant on me dit qu'en restant dans ce char, j'ai certainement soulevé encore plus des particules malsaines, peut-être des particules d'uranium appauvri. Et puis je suis aussi allée avec la Légion à la base d'Al-Salman, qui était la première base aérienne en Irak. Et la Légion était chargée de décontaminer ce site. Après bombardement américain? Après bombardement intensif américain. Quand on est rentré dans les gares, il y avait la moitié des bombes américaines qui n'avaient pas explosé et qui pendaient comme des stalactites au-dessus de nos têtes. Ah oui. Et je sais déjà que le colonel de la Légion qui était avec moi n'était pas très content. Il avait l'air de découvrir que les Américains lui avaient menti. Les services de renseignement américains n'avaient pas dit exactement ce qu'ils avaient détruit, ou ils étaient volontairement pessimistes. Et puis le colonel disait sans arrêt que de cochonneries, que de cochonneries. Je ne sais pas exactement ce qu'il a vu ce jour-là. Est-ce qu'il a découvert justement que c'était des bombes à l'uranium appauvri? Apparemment, on n'avait pas dit aux hommes de terrain. Ce qui se passait véritablement. Voilà. D'accord. Vous êtes journaliste. Oui. Donc vous avez dû vous poser de nombreuses questions sur les pathologies que vous avez développées. Est-ce que vous avez senti une véritable réticence de la part des militaires à vous répondre? La première fois déjà que j'ai téléphoné au Val-de-Grâce, je suis tombée sur un médecin-chef qui m'a dit, quand j'ai parlé de syndrome du Golfe, c'était déjà le ministre, on avait parlé la veille, mais je lui ai parlé de syndrome du Golfe, on m'a dit qu'il n'existe pas, d'un ton péremptoire, alors que je venais précisément pour essayer de faire analyser ce symptôme. Et puis après, contraint et forcé parce qu'il y avait ordre du ministre, on m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va vous examiner, mais... Vous avez passé, vous, ces fameuses analyses d'urine qu'on est en train de faire passer aux vétérans qui souffrent aujourd'hui de leucémie foudroyante en France? Oui, parce que comme je cherchais à savoir si j'avais encore de l'uranium dans le corps, j'ai demandé aux militaires de faire des tests. Et je dois dire que maintenant, ça fait plus de 3 mois, j'attends toujours les résultats définitifs. Les premiers étaient négatifs, mais quand j'ai demandé selon quel protocole été faites ces analyses, on n'a pas su me répondre. J'attends toujours la réponse. Ou on n'a pas voulu? Je ne sais pas si on n'a pas su ou si on n'a pas voulu. De toute façon, j'ai toujours pas les résultats. Alors maintenant, on voit que pour ceux qui sont malades après le Kosovo, on s'est empressé en moins de 8 jours pour donner les résultats en disant qu'ils n'avaient pas d'uranium dans le corps. Moi, je me demande pourquoi au bout de 3 mois d'analyse chez les militaires, j'ai toujours pas de résultats définitifs et je ne sais toujours pas selon quel protocole ont été faites ces analyses. Marie-Claude, est-ce que vous avez encore des doutes sur ce qui a provoqué toutes ces pathologies dont vous souffrez aujourd'hui, ou est-ce que vous avez des certitudes? Certitude, c'est toujours dur d'avoir une certitude. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais quand je vois la façon dont on essaie de cacher certaines choses par d'autres, chaque fois un mensonge qui succède à un autre mensonge, j'ai l'impression que c'est vraiment des choses assez importantes qu'on veut me cacher, et je pense plus effectivement à l'uranium appauvri qu'à autre chose. Marie-Claude Dubin, merci de votre témoignage. Je vous le disais tout à l'heure, face à la multiplication justement des témoignages des victimes, le Pentagone a fini par céder du terrain. Peu à peu, les vétérans ont réussi à extorquer
rétorquer des informations, ils ont aussi, au fil des années, fait déclassifier des documents que l'armée américaine aurait bien voulu garder secrets. Des documents qui prouvent que les généraux connaissaient le danger de l'uranium appauvri bien avant sa première utilisation. Matin du 6 août 1944, Enola Gay décolle pour sa mission, bombarder Hiroshima. Ce jour-là, à 8h15, c'est la première utilisation militaire de l'uranium et de ses effrayantes propriétés. Le potentiel de destruction de leurs recherches, depuis longtemps Oppenheimer et ses collaborateurs le connaissent. Adressé au général Groves, chef du projet Manhattan, un rapport, longtemps resté secret. Il propose l'utilisation de poudre d'uranium sur un théâtre d'opération. Les matériaux radioactifs peuvent être utilisés pour contaminer le sol, comme gaz de combat, et ils vont provoquer des dégâts permanents sur les poumons et toucher le sang. Cette lettre date de 1943. Dès cette époque, on sait déjà tout de l'empoisonnement provoqué par l'uranium. Dans les années qui suivent, l'uranium appauvri trouve des débouchés civils, quilles de bateaux, contrepoids d'avions ou boucliers anti-rayonnement dans les hôpitaux. Mais pour usiner ce métal radioactif et toxique, des précautions s'imposent. En juillet 60, le plus grand centre nucléaire américain souligne dans ce document les dangers encourus par les ouvriers de l'uranium. Les risques pour la santé en cas d'usage industriel sont de deux types. Exposition aux radiations, ingestion ou inhalation de poussière d'uranium, ce qui affecte dangereusement le fonctionnement des reins. Mais les militaires trouvent enfin tout le bénéfice qu'ils peuvent tirer de l'uranium appauvri. Preuve, cette publicité parue dans un catalogue professionnel du milieu des années 80, accompagnée d'un texte explicite. On y vante les qualités de ce métal très dense et très lourd, fabriqué en forme de flèche. Il est capable de percer tous les blindages, est-il assuré. Dans ce rapport interne de l'armée américaine, l'emploi de l'uranium appauvri sur un éventuel champ de bataille est précisé. Sa toxicité chimique est plutôt alarmante. On parle de cancer, de contamination de toute la chaîne alimentaire par les poussières d'uranium. Conclusion ? Les efforts de relations publiques sont conseillés et pourraient ne pas être efficaces à cause de la perception négative de la radioactivité par le public. L'utilisation de l'uranium appauvri sur le champ de bataille et dans les combats présente un risque d'opposition internationale. Des lignes écrites en juillet 90, quelques jours seulement avant l'invasion du Koweït. 9 mois plus tard, les Irakiens sont balayés. Ils n'ont pas résisté à la tempête du désert qu'a fait souffler la coalition. Pour tous, la guerre du Golfe est terminée. À Los Alamos, temple de l'arsenal nucléaire américain, on se réjouit de la fin de la guerre. Mais on craint déjà pour la suite. Bien que personne ne remette en question l'efficacité de l'uranium appauvri sur le champ de bataille, ces munitions pourraient devenir inacceptables politiquement et donc être supprimées de l'arsenal. Dans le Golfe, les Américains ont joué aux apprentis sorciers, et ils le savent. Des documents semblent le prouver. Ce courrier confidentiel, par exemple, où la contamination du désert koweïtien est clairement annoncée. Ce film vidéo aussi, réalisé à l'origine pour les seuls officiers de l'US Army. Le Pentagone lui-même y avoue les risques encourus par ses propres troupes. Et on informe clairement désormais sur les risques liés aux poussières d'uranium. If you are involved in a depleted uranium situation, 1. Minimize your exposure time. 2. Maximize your distance from the depleted uranium. And 3. Use protective clothing and any shielding available. Bottom line. Diffusés à partir de 1995, ces conseils minimums ne valent que pour les guerres à venir. Car pour les conflits passés, le mal a déjà frappé. Dans le Golfe, il apparaît aujourd'hui que les soldats des deux camps ont été exposés à l'uranium appauvri. Mais on ne peut oublier les civils. Aujourd'hui encore, les malformations chez les nouveau-nés et les étranges maladies qui se déclarent sur certains enfants sont le lot quotidien des hôpitaux irakiens. Le Pentagone savait donc, et en France, certains généraux ont très vite alerté les autorités sur les éventuels dangers de l'uranium appauvri.
Le général Gallois, et de cela, et son témoignage est d'autant plus intéressant qu'il était du temps du général de Gaulle le père de la doctrine officielle du nucléaire français. Il a accepté de venir sur le plateau de Pièces à conviction. Général, bonsoir. Bonsoir. Quand et dans quelles circonstances vous êtes-vous rendu compte des dangers de l'uranium appauvri? D'abord, en 1991, au lendemain de la guerre du Golfe, j'ai eu l'occasion de faire un long périple dans ce pays pour essayer de voir quels étaient les dégâts infligés par l'opération Tempête du désert, qui était considérable. Alors, les médecins que j'ai rencontrés là-bas, qui étaient des médecins irakiens formés en Grande-Bretagne, étaient surtout souciés de la pollution des eaux, car on avait détruit tous les systèmes d'épuration d'eau. Mais certains d'entre eux m'avaient déjà signalé des manifestations locales de radioactivité. Vous savez que 3 ou 4 ans plus tard, lorsque les vétérans américains, entre guillemets pour vétérans, ont commencé à s'agiter aux États-Unis, que mon attention a été attirée sur cette affaire et que j'ai fait un lien entre ce que j'avais entendu dire en Irak, d'une manière secondaire, si je puis dire, et ce que révélaient ces vétérans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'était l'uranium appauvri pour découvrir tard, il y a quelques semaines, qu'au fond, nous vivions sur une équivoque, à savoir sur un mot, sur le mot appauvri. L'uranium en question n'est pas si appauvri que cela. Il contient des traces de matériaux fissiles, qui sont l'uranium 236 ou même du plutonium, au gré des centrales nucléaires qui fabriquent ce métal, qui est un déchet, et à mon avis, dans des proportions inégales selon la centrale. Ce sont des informations très graves, ces informations que vous nous révélez, puisque en fait vous êtes en train de nous dire que ce sont des produits de retraitement qui sont à l'intérieur de ces obus. Ce sont des produits de retraitement, oui, on le sait. Normalement, l'uranium en question doit être effectivement appauvri de son uranium 235 qui, lui, est gravement radioactif. Mais il ne l'est pas totalement. Si bien qu'il reste des traces d'un corps qui n'existe pas en nature, qui est un sous-produit du travail des centrales, qui est l'uranium 236 ou 234, plus peut-être même des traces infimes de plutonium. Et ce qui est beaucoup plus contaminant. Et l'ensemble, évidemment, est radioactif et par conséquent constitue un grand danger pour la santé. Alors, général, les Français ont toujours affirmé qu'ils n'avaient pas utilisé d'armes à uranium appauvri lors de la guerre du Golfe. Est-ce que d'après vous, c'est crédible ou est-ce que ça peut être contesté? Non, je pense que c'est vrai. Pendant la guerre du Golfe, nous avons envoyé des chars d'assaut légers, les AMX-10 et je crois quelques AMX-30 tout de même, et qui n'ont pas tiré des armes à uranium appauvri, des obus à flèches avec uranium appauvri. Alors je crois que dans ces conditions, les Français, s'ils ont eu à subir des effets de radioactivité, cela a été plus tard, lorsque dans les camps, ils ont procédé au nettoyage des débris de la guerre, ou bien à l'explosion des mines, dans une zone où il y a eu effectivement des émanations de radioactivité, et comme la radioactivité est durable, elle dure pendant des siècles. Bien sûr. Cela a produit un effet. Pourquoi, d'après vous, aujourd'hui, l'armée et l'actuel ministre de la Défense s'obstinent à ne pas reconnaître les dangers de l'uranium appauvri? Je comprends que tous les ministères de la Défense de tous les pays qui fabriquent des armes à uranium appauvri, comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, bien sûr, la Grande-Bretagne, probablement la Russie, probablement aussi la Chine, qui exportent aussi ces armes. Ce qui fait que non seulement ces 4 ou 5 pays sont producteurs et utilisateurs, mais ils ont exporté à 15 ou 20 autres pays. Donc il y a sur la planète peut-être une vingtaine de pays qui détiennent ces armes. Et si tout d'un coup, elles étaient condamnées formellement comme étant une sorte de poison international, il faudrait enfouir toutes ces armes dans le sol et tous ces pays seraient brutalement désarmés. Vous imaginez la transformation que ça suppose. Donc il est normal que les responsables hésitent, se demandent comment conjurer ce péril, comment minimiser ses effets, comment faire en sorte que le temps passant,
on puisse éliminer peu à peu ce danger sans qu'il y ait un scandale international. Tout ça est tout à fait logique. Et je comprends très bien leur position. Néanmoins, je comprends aussi la position des gens qui ont été atteints et qui réclament des compensations et qui, les familles se plaignent parce que cette guerre dont on nous avait dit qu'elle serait une guerre propre a été une guerre effectivement, entre guillemets, sale. D'autant plus qu'il y a eu des effets chimiques, donc on a fait une guerre chimique sans vouloir la faire, et dans une certaine mesure, une guerre radioactive sans vouloir la faire aussi. Vous êtes en train de nous dire que jusqu'alors on parlait de bombes à retardement et que désormais on va parler de guerre à retardement. C'est une guerre à retardement par ses effets, car la radioactivité très faible de l'uranium appauvri, pas totalement appauvri, comme je viens de vous le dire, va se manifester dans le temps. Et les vétérans américains se sont manifestés 4 ou 5 ans après la fin de la guerre du Golfe. Ceux qui ont été touchés en Bosnie en 95, c'est maintenant. Ceux qui ont été au Kosovo en 99, ce sera en 2002, 2003, 2004. Donc pour vous, on n'est qu'au début du scandale? Oui, qui sera relativement limité, mais qui existera néanmoins. Général, merci pour vos déclarations. On vient de le dire, quelques années après les États-Unis, la France se lance à son tour dans la fabrication de munitions à uranium appauvri. Une trentaine d'obus sont importés des États-Unis pour être testés dans des conditions de confinement maximum au centre de Grama, dans le Lot. Manifestement, l'état-major n'ignore pas le danger de ces armes. Pourtant, il va donner son accord pour la fabrication en chaîne de centaines de milliers de projectiles destinés cette fois à être tirés à l'air libre sans aucune protection, ni pour les militaires, ni pour les civils. Un décor de cinéma et des acteurs. L'histoire parle d'armes nouvelles, de secrets industriels, de marchés d'État. Mais rien n'y est vraiment dit, et tout est sous contrôle. L'uranium appauvri dans sa version française est loin de ressembler à une histoire simple. Tout commence en 1979. Le 25 septembre de cette année-là, dans le port de Cherbourg, sont livrés 30 obus de canon calibre 105 mm. Objectif, des tests en grandeur réelle. L'opération est encouragée par la Commission américaine des exportations de matières nucléaires. Les nouvelles armes anti-chars qui arrivent en France pour démonstration sont en effet en uranium appauvri. Les tests sont concluants. Ce centre d'essai est construit. Il devient opérationnel en 1987. À l'abri des regards, loin des chemins touristiques des gorges du Lot, le site de Grama est devenu depuis l'un des laboratoires de recherche militaire les plus secrets de France. Ici, au moins 700 tirs ont eu lieu. Des tirs qui, à chaque impact, projettent poussière et éclats d'uranium dans les parois de béton et d'acier. Tout reste confiné à l'intérieur de cette vaste hémisphère en acier. Mais il y a ici de la radioactivité quand on tire. Il en reste un petit peu, oui, qui se fixe dans le, comme par exemple dans ces plaques de blindage, il y a un reliquat de radioactivité. Des hésitations qui trahissent bien l'embarras face à la radioactivité évidente des lieux. Pour preuve, c'est extrait d'une revue de la Délégation générale des armements où l'on précise les conditions des essais de tir. Pour éviter tout risque de contamination, la solution retenue consiste à réaliser l'interaction du projectile et de sa cible au sein d'une enceinte fermée et de ne rien rejeter vers l'extérieur qui n'ait été contrôlé ou filtré. Explication du luxe de précaution imposé au personnel dans un bâtiment totalement étanche. Juin 1990. À l'une des plus grandes foires aux armes de la planète, le salon de Satori, les munitions à l'uranium appauvri sont présentées publiquement pour la première fois. Seules les munitions à énergie cinétique sont aujourd'hui capables de détruire n'importe quel char lourd aux distances usuelles de combat. Mais à l'époque déjà, on avance masqué. Sur cette vidéo promotionnelle, on vante les qualités, mais jamais le terme uranium appauvri n'est prononcé. On parle d'obus ou de munitions flèches. Mars 1991. Alors que les Américains s'interrogent déjà sur la contamination de l'uranium appauvri dans le Golfe,
Les Français, eux, ne veulent voir que son efficacité. Selon ce document, 1000 tonnes d'uranium appauvri sont commandées aux États-Unis. Destinataire, une filiale de la Cogema, la SICN, seule entreprise en France autorisée à acheter des matières radioactives. L'uranium appauvri que nous utilisons dans ces munitions est de source américaine, parce que le constructeur français n'a pas actuellement en fonctionnement l'usine qui le ferait. Pourtant, 200 000 tonnes d'uranium appauvri, résidus des centrales nucléaires françaises, sont stockés sur notre territoire. Considérés comme déchets, il n'a jamais été envisagé de les transformer. Sur les chaînes de Salbris, la production en grande série peut donc commencer. Des obus à uranium appauvri de 120 mm, que l'armée française vient tester sur le champ de tir de Bourges. Blindage ultra secret, performance des nouvelles munitions, tout y passe. Rien n'est laissé au hasard, sauf peut-être les conditions des essais. Ici, tout est à l'air libre et des traces sont aujourd'hui visibles. En 1994, ce site de Bourges était considéré comme une installation nucléaire de base, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait anodin, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Directeur du Centre de recherche sur la paix et les conflits, Bruno Barillot compile depuis 10 ans les informations cachées du nucléaire militaire. Car le camouflage est une spécialité des marchands d'armes. 1998, dans le catalogue du GIAT, l'obus de 120 mm à uranium appauvri qui équipe le Charles Leclerc figure en bonne place. La même année, devant la représentation nationale, le ministre de la Défense répond à une question du député maire de Salbris qui s'angoisse de l'avenir de l'usine GIAT. La fermeture de l'établissement de Salbris, comme vous le savez, est programmée en même temps que la fin de la production de la commande de 60 000 obus de 120 avec composante uranium. Cette fermeture industrielle est rendue inéluctable par l'évolution très négative des marchés mondiaux de munitions. À partir de l'aveu du ministre de la Défense, un petit calcul niveau classe de seconde s'impose. 60 000 obus avec 8 kg d'uranium, cela représente 480 tonnes. Considérant que la France a commandé au moins 1000 tonnes d'uranium appauvri aux Américains dès 1991, il est probable que l'armée française dispose dans son arsenal d'au moins 120 000 obus équipés de flèches en uranium appauvri. Et lorsque l'état-major accepte pour la première fois d'entrouvrir la porte de ses stocks, ce n'est pas pour nous faire découvrir ces fameux obus de 120 mm, c'est seulement pour nous montrer du 105 mm, calibre inférieur, progressivement retiré du service. Semblera de plus en plus qu'elle soit nocive. Quant aux pathologies liées à l'uranium appauvri, le ministre de la Défense se risque à une première réponse. Aucune des études qui ont été menées jusqu'à présent n'a mis en évidence de risques chimiques ou radiologiques pour les populations avoisinantes. En effet, ce matériau est employé parce qu'il est d'une très forte densité, il est donc d'une très faible volatilité et ne présente pas de risque d'inhalation. Aucune des recherches conduites sur le sujet de l'emploi pendant la guerre du Golfe n'est d'ailleurs venue confirmer l'hypothèse d'une suite pathologique de l'emploi de ce matériau. Voici donc la version du gouvernement. Mais le syndrome de la guerre du Golfe commence à inquiéter les vétérans français. La pression médiatique va pousser à la création d'une mission d'information parlementaire. Et dès la première audition, surprise, le patron de l'opération Daguet affirme n'avoir jamais entendu parler d'uranium appauvri pendant la guerre du Golfe. Alors ça, je l'ai appris après. Confirmez que vous l'avez appris après. Ah oui, parce que de toute façon, je confirmais que je l'ai appris après, et je ne sais même pas, je l'ai appris par les journaux, ou je l'ai appris même pas par les officiers américains, parce qu'on a commencé à parler de l'uranium appauvri beaucoup plus tard. Une semaine plus tard, le chef d'état-major de l'époque, le général Schmitt, est auditionné à son tour. Nous n'avions pas besoin d'être informés, je dirais directement par les Américains, nous le savions. Alors, donc, cette information n'était pas nécessaire. Alors, je ne comprends pas pourquoi le général Roquejoffre nous a dit qu'il n'était pas informé et qu'il a appris l'utilisation de l'uranium appauvri par la presse. Écoutez, je ne sais pas exactement ce que vous a dit le général Roquejoffre.
il a dû vous dire, je pense qu'il il peut vous avoir dit que la question n'avait pas été évoquée entre lui et le général Schwarzkopf. D'explications peu convaincantes, en déclaration péremptoire, la position officielle française autour de l'uranium appauvri et de ses conséquences soulève plus d'interrogations que de certitudes. Peut-être parce qu'une question essentielle n'a jamais trouvé de réponse. Pourquoi avoir fabriqué ces armes dont on nie officiellement toute utilisation? Pendant des années, les questions sur l'uranium appauvri sont restées sans réponse. Silence ou dissimulation, peu à peu un sentiment de psychose s'est emparé des vétérans qui ont servi dans les Balkans cette fois. Il faut dire qu'en Belgique, en Espagne ou en Italie, des soldats meurent de leucémie foudroyante sans que les autorités militaires soient en mesure d'expliquer quoi que ce soit. Le trouble s'accentue encore lorsqu'un médecin militaire, lui-même malade après la guerre du Golfe, vient témoigner pour la première fois devant les députés européens. Malgré leur douleur et leur invalidité, ces vétérans ont tenu à répondre à l'invitation. En novembre dernier, le Parlement européen décidait officiellement d'écouter enfin des victimes du syndrome du Golfe. Pour la première fois face à face, des soldats de l'opération Tempête du désert et des parlementaires. Une audition informelle, certes, mais pour Ray Bristow, ancien médecin de l'armée britannique aujourd'hui paralysé, le début peut-être d'une reconnaissance officielle de sa maladie. Vous savez, on se sent comme si on était dans le couloir de la mort, attendant de rejoindre dans la fosse commune ceux qui sont déjà décédés à cause de l'uranium appauvri. Au même moment, à quelques centaines de kilomètres de là, les plus grands spécialistes du nucléaire se sont donné rendez-vous à l'Université libre de Bruxelles. Venus du monde entier, chercheurs, physiciens ou même médecins militaires. Tous réunis par un thème de recherche longtemps resté tabou, l'uranium appauvri et ses conséquences sanitaires. Une grande première en Europe. Des scientifiques peuvent enfin comparer le fruit de leurs travaux. L'enjeu est d'importance car pour eux, il y a un risque à ne surtout pas négliger, la leucémie. Dans les poumons, les poussières d'uranium appauvri irradient les cellules qui se trouvent tout autour. Et personne n'en a encore parlé ce matin. Si une seule cellule est irradiée, elle mute et vous pouvez avoir une leucémie foudroyante. Tout à l'heure, dans mon exposé, j'ai dit que la quantité de poussière inhalée n'a aucune importance. Et de toute façon, en cas d'inhalation, vous avez, c'est sûr, un point chaud. Donc c'est pas la question, il n'y a pas de débat. L'homme qui vient de prendre la parole est un des médecins conseils de l'armée belge. Vous avez entièrement raison. Et il sait de quoi il parle. En Belgique, 4 soldats sont morts de leucémie foudroyante. Mais eux n'étaient pas dans le Golfe. Ils étaient dans les Balkans. Aujourd'hui, plus de 1500 soldats belges affirment déjà souffrir d'étranges symptômes. Certains ont porté plainte. Ils veulent comprendre. Car désormais, c'est ce qui s'est passé dans les Balkans qui inquiète les contingents de la paix. Depuis la Bosnie en 1993 jusqu'au Kosovo en 1999, plus de 500 000 militaires ont servi dans les Balkans. Plusieurs milliers seraient aujourd'hui malades. Pour d'autres, il est déjà trop tard. Il s'appelait Ugo Paulino. 3 semaines après son retour du Kosovo, une leucémie l'a emporté. Manuel Leite était dans le même régiment portugais, affecté dans une des régions les plus touchées par les bombardements de l'OTAN. Aujourd'hui, maux de tête en permanence et 10 kilos perdus en moins d'1 an. Peut-être que ma maladie est liée à l'uranium appauvri. Je suis malade, mais je ne sais pas pourquoi. Il faut attendre le résultat des tests. Car à Lisbonne, sous la pression des parents de vétérans, les autorités portugaises ont dû lâcher. Rapatriement d'une partie du contingent et examens médicaux pour tous. En Espagne également, on cherche. 32 000 militaires ont été convoqués pour examen. Officiellement, les 5 000 premiers tests sont négatifs. Mais chez les anciens de Bosnie, on compte déjà 4 morts, de leucémie là encore.
En Italie, c'est le décès du caporal Salvatore Carbonaro en novembre dernier qui a mis le feu aux poudres, emporté par une leucémie 6 mois à peine après son retour de Bosnie. Malgré la douleur, sa sœur est également inquiète pour les 60 000 soldats italiens passés dans les Balkans. Mon frère ne me reviendra pas. Mais tout ce que je demande, c'est que d'autres jeunes gens ne souffrent pas comme lui. Il faut vraiment faire quelque chose. L'Italie est aujourd'hui le pays le plus touché. 8 militaires sont déjà décédés. Depuis février 2000, le gouvernement italien avait pourtant connaissance de ce rapport. Rédigé par l'Agence nationale de protection atomique, ce document rappelle la nocivité des munitions employées en Serbie et au Kosovo. Mais surtout, au cœur des 66 pages, une révélation. Dans l'arsenal des Alliés, d'autres armes contiendraient également de l'uranium appauvri, notamment les missiles Tomahawk américains et les bombes Durandal françaises. Alors, le ministère de la Défense a mis en place une commission d'enquête spéciale. Mais sans attendre, les autorités italiennes ont été les premières à exiger de l'OTAN une interdiction totale des munitions à l'uranium appauvri. Côté français, en revanche, on s'oppose à un éventuel moratoire, malgré 6 cas de leucémie déclarés. Selon le ministère de la Défense, aucun lien entre leucémie et munitions. Pour preuve, l'absence d'uranium dans les urines des militaires hospitalisés. L'uranium appauvri paraît difficilement pouvoir être incriminé dans le leucémie. Cependant, nous avons pris ce facteur en compte et nous complétons nos études pour pouvoir essayer de déterminer un lien de causalité ou non entre l'uranium appauvri, le séjour dans les Balkans et les leucémies. Mais les démentis rassurants ne suffisent plus. L'affaire a désormais pris un tour politique. Nous voulons savoir où ont été utilisées ces munitions et s'il y a un lien entre ces munitions et ces cas de leucémie en Europe. Nous serons extrêmement vigilants car il est absolument exclu que nos jeunes courent le moindre risque. C'est hors de question. Ce jour-là, aux côtés du chancelier allemand, le président de l'Union européenne acquiesce. Toute l'Europe, en fait, se sent trahie par les militaires américains, jusqu'au président de la Commission, qui prit l'OTAN de donner enfin des explications. Il est clair que s'il existe un risque minimal, aussi minime soit-il, ces armes doivent être abolies. Je sais bien, la guerre c'est la guerre, mais il y a des limites. À Bruxelles, l'OTAN principal accusé fait front et n'oublie pas de rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la paix et la liberté en Europe ont toujours eu un prix. L'alliance est catégorique. Les soldats européens décédés ou malades n'ont pas pu être contaminés par des munitions à l'uranium appauvri. Ce jour-là, la presse internationale est convoquée. Au programme, des experts militaires américains à l'humeur badine. Voici donc une vraie munition à l'uranium appauvri. Mais ne vous inquiétez pas, elle est inerte. Ce n'est pas la peine de partir en courant. Le message qu'ils entendent faire passer se veut simple. L'uranium appauvri n'est pas dangereux, il ne peut donc y avoir de lien avec ces leucémies foudroyantes. Au Kosovo, j'ai personnellement rampé à l'intérieur de plusieurs véhicules blindés détruits. Et je peux vous assurer que sans même parler d'uranium, à l'intérieur, comme autour de ces véhicules, il y a tout un tas de débris très dangereux. Ce n'est vraiment pas l'endroit où il faut se trouver. Oui, mais je crois que l'accent doit être mis sur le fait que le risque n'est pas avéré. Il est très relatif. Il y a des matières qui sont dangereuses, d'autre part. Chacune doit être manipulée en fonction de son degré de nocivité. Et pour ce qui est de l'uranium appauvri, ce n'est pas parce qu'il est recommandé de prendre des précautions que c'est très dangereux pour autant. Compteur Gégère, combinaison, masque anti-poussière et gants chirurgicaux. Voici les précautions minimales recommandées par l'OTAN aux militaires qui cherchent au Kosovo les traces de ces munitions à peine dangereuses. Les résultats des enquêtes en cours ne sont pas encore connus. Seul l'UNEP, le programme des Nations Unies pour l'environnement, a pu se procurer la carte exacte des sites bombardés à l'uranium appauvri. Voici cette carte. En noir, les sites bombardés par l'OTAN apparaissent. Les experts de l'UNEP au Kosovo ont pu examiner 11 de ces sites. 8 étaient contaminés par de l'uranium appauvri. Au Kosovo, 19 armées différentes sont réparties sur le territoire. La plupart de ces contingents de la force d'interposition sont symboliques
car en fait, Américains, Britanniques, Allemands, Français et Italiens fournissent à eux 5 l'essentiel des troupes. Aujourd'hui, après l'apparition de plus d'une cinquantaine de cas de décès ou de cancer chez les soldats européens ayant servi dans les Balkans, certains représentants des contingents de la paix s'étonnent. Et ils font même remarquer perfidement qu'en superposant la carte des différents contingents au Kosovo avec celle des objectifs bombardés à l'uranium appauvri, voici ce que l'on obtient. Selon eux, les Italiens et les Allemands sont visiblement installés dans des zones où ont été concentrés l'essentiel des tirs à l'uranium appauvri. Les troupes américaines, britanniques et françaises se seraient donc réservées, disent-ils, les zones quasiment épargnées par une éventuelle contamination. Américains, Britanniques, Français, 3 contingents de pays qui fabriquent et équipent leurs troupes de munitions à l'uranium appauvri. On le sent bien, des intérêts considérables sont en jeu au niveau mondial, des intérêts qui en font presque oublier qu'il s'agit avant tout de santé publique. Avec nous sur ce plateau, le professeur Claude Mélin. Bonsoir, vous êtes chef du service cancérologie et radiothérapie à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes ce qu'on appelle un médecin indépendant. Le fait que ces vétérans développent pour la plupart d'entre eux des leucémies, est-ce que ça vous étonne? C'est une surprise. Quoique il y avait déjà des éléments prémonitaires avec la guerre du Golfe qui avaient laissé entrevoir que l'utilisation de ces obus à uranium appauvri, voire plus radioactifs, avait posé des problèmes en Irak, puisqu'il semble que des enquêtes aient montré que la fréquence, l'incidence des cancers et des leucémies en Irak chez les populations qui ont été soumises au risque soit plus élevée que dans une population normale. Alors maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Premièrement, est-ce que l'incidence de ces leucémies chez les militaires exposés est plus importante qu'une population comparative non exposée au risque? Ça, c'est une première question. Donc, c'est une question épidémiologique. Donc, des enquêtes épidémiologiques sont actuellement en cours. Il faudra du temps. Je pense qu'il faudra quelques mois avant d'avoir la réponse. Mais disons qu'aujourd'hui, notamment certains chiffres, notamment en Italie, je crois que l'élément qui a déclenché l'affaire, entre guillemets, c'est l'Italie, où ils ont noté un certain nombre de leucémies dont le nombre semble, je dis bien semble, je parle au conditionnel, semble anormalement élevé. Alors, le fait que ce soit des leucémies plus que d'autres maladies que ces vétérans développent, est-ce que justement il y a une raison médicale à ça? Non, il peut, je parle toujours au conditionnel, il peut effectivement avoir un certain rationnel entre les irradiations et la contamination aux particules d'uranium appauvri et l'induction de leucémie. Pourquoi? Donc je rappelle en quelques mots le processus. Donc il y a l'explosion, augmentation de la chaleur, fusion de l'environnement et notamment de ces obus à uranium appauvri avec une réaction chimique qui est la constitution d'un aérosol contenant des particules radioactives. Et donc cet aérosol donc de l'environnement de l'air peut-être pour les personnes qui sont au voisinage de ces sites opérationnels peuvent être inhalés dans le poumon, donc passer dans le poumon, passer dans le sang et venir se localiser, se stocker dans certains organes comme l'os, le foie et le rein. Donc quand vous dites passer dans le sang, c'est ce qui peut expliquer effectivement que développe des leucémies. Donc si ça passe dans le sang, ça peut passer dans la moelle et donc on sait que particulièrement ces cellules sanguines sont particulièrement radiosensibles. Et donc de petites irradiations continues peuvent donner des altérations cellulaires, en particulier de ce qu'on appelle la chaîne d'ADN, entraîner des mutations cellulaires, entraîner des cellules malignes et donc entraîner finalement une leucémie. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que le fait d'inhaler ou d'ingérer des particules de ce type, c'est beaucoup plus dangereux que le fait d'être exposé à un obus à uranium appauvri qui pourrait être posé ici sur ce bureau? Oui, parce que toutes les expertises qui ont été données par les experts militaires ou civils se fondaient en fait surtout sur une expérience de travailleurs de l'uranium dans des conditions paisibles où les gens étaient bien protégés, où il n'y avait pas de... C'est ça, la plupart du temps, ils ont les masques, ils ont les gants... Alors là, ce qui est différent, et fondamentalement différent, c'est que nous sommes donc dans une zone explosive de chaleur et donc les conditions chimiques et physiques sont totalement différentes. Et il est très difficile de connaître la radioactivité comparative de l'uranium à froid, non explosé, de l'uranium à chaud explosé. Donc il est possible que la radioactivité de cet aérosol d'uranium explosé soit plus nocive que l'uranium banal en situation normale.
Alors, c'est là où est le problème. En France, il y a 6 soldats qui seraient atteints de leucémie foudroyante. Si effectivement ces vétérans ont respiré ou ingéré des poussières d'uranium appauvri, est-ce qu'il y a un moyen de les décontaminer? Ah ben une fois que l'irradiation a été faite, elle est faite. Hein. Malheureusement, les rayons, on peut en ajouter, mais on ne peut pas en retirer. Donc il n'y a aucune thérapeutique antidote de cette irradiation, si elle a été faite. Est-ce que vous avez une intime conviction aujourd'hui sur ce problème? Alors en tant que citoyen, je dirais que si par exemple dans mon service on utilisait une arme thérapeutique contre le cancer qui soit très efficace, mais qui par ailleurs pouvait entraîner des effets nocifs importants et graves pour le personnel ou la population environnante dans l'hôpital, eh bien en ce qui me concerne, s'il y avait un doute, même minime, je n'hésiterais pas une seconde à, interdire cette arme thérapeutique. En attendant, je crois que c'est le bon sens, en attendant qu'une enquête, des enquêtes plus précises viennent donner une réponse. Professeur Mélin, merci d'être venu sur le plateau de Pièces à conviction. Voilà pour les explications médicales, mais les politiques et les militaires se sont eux aussi emparés du débat. Difficile dans cette guerre de communiquer et de propagande d'obtenir une information. Dans ces conditions, il nous est apparu nécessaire de nous rendre sur le terrain, à la source, pour recueillir nous-mêmes des restes de munitions à uranium appauvri. Direction donc la Serbie, le but étant ensuite de faire analyser ces munitions par un laboratoire français pour en évaluer la dangerosité. Une mission à haut risque donc, mais qui nous a semblé indispensable à l'avancée de notre enquête. Décembre à Belgrade, la capitale de l'ex-Yougoslavie. La vie y a repris son cours, apparemment normal. Un président a chassé l'autre, et les frappes de l'OTAN ne sont plus que des cicatrices. Un mois et demi de bombardement, presque chaque nuit. Cible après cible, jusqu'au cœur de la ville, les missiles de croisière ont fait leur besogne. Officiellement, la capitale n'a pas été atteinte par des munitions à uranium appauvri. Pourtant, l'interrogation est dans toutes les têtes. Le plus grand hôpital militaire de la ville. En ex-Yougoslavie, l'endroit où ont fini la plupart des soldats serbes meurtris par les dernières guerres des Balkans. Mais pour beaucoup ici, les frappes de l'OTAN sont le plus graves, car l'on sait aujourd'hui que des munitions radioactives ont frappé le territoire. Du point de vue médical, il y aura des conséquences à long terme. Milan Mizovic, médecin-colonel. Il est le responsable du département de médecine nucléaire. C'est difficile de quantifier avec exactitude, mais selon nos analyses, un tiers, voire la moitié des personnes exposées sont potentiellement menacées. Cela concerne tous ceux qui étaient dans un rayon de 20 à 50 mètres autour du point d'impact des munitions en question, et tous les gens qui ont traversé les zones contaminées. Le pic maximum des maladies va apparaître dans les 5 ans, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura une augmentation des cancers. Pour déterminer avec exactitude la population touchée par une contamination éventuelle, il aurait fallu faire une analyse d'urine dans les 48 heures, systématiquement, après chaque attaque. Impossible à réaliser en temps de guerre. En Serbie, personne ne pouvait savoir à l'avance ce que contenaient les projectiles. Après le cessez-le-feu, reconstituer la carte des tirs radioactifs a donc été la première tâche. Malheureusement, les données rendues publiques par l'OTAN ne concernaient que le Kosovo. On a pu se rendre compte, selon les propres déclarations de l'OTAN depuis, qu'ils ont même frappé avec de l'uranium en dehors du Kosovo. Colonel Milan Zaric, responsable de la protection nucléaire, biologique et chimique de l'armée yougoslave. Ici, dans cette plaine au sud, dans la zone frontière, autour des localités de Bujanovac et de Preševo, leurs informations concordent avec les relevés de l'armée yougoslave. Mais il existe d'autres endroits que l'OTAN ne mentionne pas, comme autour de Vranje par exemple. Vranje et ses alentours, à l'extrême sud de la Serbie, en pleine zone démilitarisée par l'ONU pour séparer Serbes et Albanais du Kosovo. Nous décidons d'aller voir sur place. Première étape, l'Institut Vinča. 20 km après Belgrade, isolé au milieu des bois, un centre de recherche ultra protégé. Dans plusieurs dizaines de bâtiments travaillent ici les meilleurs spécialistes de physique nucléaire de l'ex-Yougoslavie. Ici, les premières preuves de la contamination radioactive du pays.
Dežana Pavlović, physicienne nucléaire. Vous pouvez la voir, je vais vous montrer. Sur la table, préparée pour notre venue, des balles de 30 mm en calibre OTAN, les projectiles tirés par l'avion américain A-10. Voici l'étui, la cartouche complète, et ça c'est le perforateur en uranium appauvri. La physicienne fait alors une mesure de radioactivité avec un compteur Geiger. La première balle que nous avons reçue venait de Bosnie. Quand les bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie ont commencé, nous étions très inquiets. Alors, nous avons fait des photos de l'échantillon qui venait de Bosnie et nous avons distribué ces photos à nos soldats. Les militaires sur le terrain ont regardé s'ils en trouvaient. À la fin du mois de mars, au début d'avril 99, ils ont ramené à l'Institut Vincha les premières balles tirées sur le Kosovo. C'était la confirmation qu'elles ont bien été utilisées. Quels sont les résultats? 530 impulsions par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la balle est 600 fois plus radioactive que le sol sur lequel elle a été trouvée. Des munitions calibre OTAN sont présentes en Serbie et elles seraient radioactives. Nous continuons l'enquête. Sur notre route, la nouvelle étape est Niš, deuxième ville de Serbie. Les premières informations sur la contamination du pays sont parties de là, lancées comme un SOS sur Internet. C'était dans les jours qui ont suivi les raids en pleine journée des chasseurs de l'OTAN. Le 7 avril 1999, l'objectif était l'aéroport militaire de Niš. Dans les secondes qui ont suivi, une caméra amateur a fixé sur vidéo ce que dans le jargon des militaires on appelle les dommages collatéraux. Je me souviens de ce jour-là. Je me trouvais à l'aéroport quand le bombardement a commencé. J'étais en plein dedans, dans de la fumée épaisse, de toutes les couleurs, blanche, jaune. De la fumée noire se lamentait de partout. Goran Panić, physicien, c'est lui qui dans la région surveille la radioactivité de l'environnement. Nous avons tout de suite mesuré la poussière pour détecter la présence éventuelle de radioactivité, mais il n'y avait rien. En fait, les seuls échantillons radioactifs que j'ai trouvés proviennent du sud de la Serbie, près de Vranje, sur le mont Platkovica, dans la zone frontalière avec le Kosovo. D'après ce physicien, cette terre serait radioactive elle aussi. Ramassée sur les collines, le même site que nous a indiqué sur sa carte le colonel de Belgrade, et que l'OTAN ne reconnaît pas avoir pilonné. Il faut donc en avoir le cœur net. Nous continuons notre route. Nous sommes partis depuis la veille et chaque étape nous éloigne un peu plus de Belgrade. À 600 km plus au sud, un territoire rural composé d'une majorité d'Albanais et de Tziganes. En fait, presque déjà le Kosovo. Pour accéder au terme de notre voyage, des médecins acceptent de nous ouvrir la route, en pleine zone démilitarisée, les derniers kilomètres. Depuis la fin de la campagne de l'OTAN, c'est ici que les spécialistes de radioprotection du pays tentent de mener leurs recherches. Sur ces images amateurs, tournées le 31 mai 1999, lors des mitraillages des avions A-10 sur les collines qui dominent Vranje, les spécialistes croient discerner la signature si caractéristique des balles à uranium appauvri. Sur place, dans les champs mitraillés, distribution de masques de chirurgie, la protection minimum. Miroslav Simic, médecin radiologue à l'hôpital de Vranje, envoyé à Tchernobyl pour secourir les victimes en 1986. Dans ce seul endroit, les poussières menacent 10 000 personnes. Mais là-bas, ce sont 80 000 habitants qui vivent dans la ville de Vranje. Et un peu plus bas, à peu près 150 000 habitants de plus. Et il y en a aussi par là. Au total, si on fait l'addition, ce sont 400 000 personnes qui sont menacées par la radioactivité. Après 1 an et demi de neige, de pluie et de vent, la contamination s'est dispersée. Pourtant, les compteurs Geiger réagissent. En fait, ce sont les points d'impact de balles qui font sonner les détecteurs.
Ça commence à réagir par ici. Donc c'est là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est par là, on voit la trace du projectile. D'ailleurs, on en a déjà trouvé un dans le coin. Aussitôt, nous commençons les fouilles. Il est 14h30, il faut faire vite. La nuit tombe dans 1 heure. Selon ces scientifiques qui nous aident dans nos recherches, il y aurait 1 millier de balles sur à peine 1 hectare de terrain, soit 300 kilos d'uranium appauvri au moins, enfoui dans le sol. Cette terre est peut-être contaminée, nous effectuons un prélèvement. Mais nous ne trouverons rien de plus aujourd'hui. La nuit va tomber, il faut quitter ces collines. Retour sur place, en quelques jours, la tension a monté d'un cran. Il faut dire que cette portion de territoire est encore en guerre, et ces jours-ci, les attaques de la guérilla albanaise sont fréquentes. Affolés, les habitants serbes ont bloqué les routes, l'accès aux collines va prendre du temps. À notre arrivée, l'appel à la prière du soir au Kosovo tout proche. Cette fois, les scientifiques n'ont pas pu venir. Avec leurs pelles et des précautions de fortune, les paysans du coin vont nous prêter main forte. Nous avons quelques heures pour continuer nos fouilles et retourner la terre de cette prairie, à l'endroit même où la radioactivité reste présente. À chaque fois un peu plus profond, un peu plus près du but. Viens ici, ici ça crache assez fort. Intrigué, un paysan vient à notre rencontre. Lui nous assure que c'est ça montre exactement où... Très vite, il nous explique qu'il a déjà trouvé sur place, dans ce champ, des éclats et différents morceaux de métal. Non, moi je l'avais dans les mains, elle n'avait pas explosé. Moi je l'ai touché, je l'ai eu entre les doigts. Le lendemain, après 10 jours de quête, l'objet est enfin là. Une balle de 30 mm calibre autant, apportée par un autre paysan de Vranier, qui n'a pas souhaité être filmé. La première vérification, rapide, semble indiquer une radioactivité. Notre enquête n'est pas terminée. 2500 km de route nous attendent, direction la France. De retour, nous sommes allés voir ceux qui ont les moyens de savoir. À Grenoble, l'Institut des sciences nucléaires. On va voir comment il se présente, oui. L'affaire, et puis après on va... Vous allez avoir un cylindre de plomb qui est rempli de sable, et c'est à l'intérieur. D'accord. Non, mais pas partout. Ah ben, je vais essayer, écoute. Qui c'est qui l'a emballé? Moi. C'est ça? Oui. La balle apparaît dans un emballage de plomb que nous avons bricolé pour son transport. C'est quoi ça? Est-ce un obus? Non, c'est du radio. C'est le projectile, ça. C'est la balle. C'est la balle. C'est l'ogive. Ah, c'est l'ogive. Premier constat. Il y a quel appareillage en Iran? C'est ça. D'accord. Moi j'aimerais bien que vous fassiez d'abord une estimation de l'activité de ce bordel, je veux dire. Pour mesurer précisément ces radiations, la balle est alors placée au fond d'un appareil d'analyse. C'est un spectromètre. Notre demande aux scientifiques est simple, livrer des éléments indiscutables sur la nature de cette balle, afin de connaître le danger qu'elle peut représenter pour l'environnement et la santé humaine. Les résultats de cette étude, l'Institut de physique nucléaire d'Orsay nous les a livrés. Pour la première fois, voici révélé le fruit de 15 jours d'analyse scientifique, rigoureuse et approfondie, sur une balle de 30 mm à uranium appauvri. Pierre Roussel, chercheur en physique nucléaire. Il a été le premier dans la communauté scientifique française à se pencher sur la contamination des armes à uranium appauvri. Premier commentaire sur la terre prélevée dans les collines de Vranier. Cette terre, donc au voisinage d'un impact, la terre est effectivement polluée, contaminée, avec une contamination qui n'est pas du tout négligeable. Deuxième interprétation des résultats, le danger que représente la balle à uranium appauvri.
Cet objet concentré n'est pas dangereux, il est radioactif mais il n'est pas dangereux, dispersé en poussière, il le devient. Mais quand ce produit est réduit en poussière et que vous l'avez inhalé ou ingéré, alors là ça fait des dégâts dans l'organisme. Alors ce que vous voyez là sur l'écran, c'est l'activité apparente qui sort d'un bloc d'uranium, l'activité spécifique qui sort d'un bloc d'uranium, quand on passe de particules fines à gauche à un bloc de 300 grammes, une sphère à droite. Mais en fait, dans la réalité, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on passe du bloc à la poussière et l'activité est multipliée par un facteur 4000. Ce qui était négligeable initialement devient quelque chose de tout à fait conséquent, comme on l'a dit tout à l'heure. La poussière d'uranium est donc 4000 fois plus radioactive que la même quantité d'uranium concentrée en métal. Sous forme de balles 30 mm, l'uranium appauvri peut se manipuler, avec précaution. En revanche, le vrai danger apparaît après impact lorsqu'il a explosé. L'uranium appauvri se disperse alors en infimes particules, dont la radioactivité devient infiniment plus grande, 4000 fois supérieure à ce qu'elle était dans la balle. Une explosion de radioactivité à chaque impact. C'est cela, la vérité cachée de l'uranium appauvri. Voilà, à ce stade de l'émission, il nous semblait important de poser certaines questions au ministre de la Défense, Alain Richat. Malgré de nombreuses demandes, il n'a pas jugé bon de venir sur ce plateau et préfère attendre le résultat de la mission d'information parlementaire pour s'exprimer. Deux autres institutions sont pointées du doigt, l'armée française et notamment ses médecins, représentés sur ce plateau par le médecin en chef Estripo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et la délégation générale pour l'armement qui a initié la fabrication d'armes à uranium appauvri par la France, la DGA, représentée sur ce plateau par Jacques Serron, qui est responsable des armes et des munitions. Merci aussi à vous d'être sur ce plateau. Docteur Estripo, première question, quelles sont les conséquences de l'uranium appauvri à la fois sur les militaires et sur les populations civiles? Alors, à l'état actuel de nos connaissances, l'uranium appauvri ne présente pas, lorsqu'il y a une diffusion et une dispersion des particules après explosion, de risque majeur de toxicité radioactive pour l'être humain, pour les militaires ou les populations civiles. Et comment vous pouvez dire une chose pareille quand le patron du laboratoire d'Orsay, qu'on vient d'entendre dans ce reportage, affirme que la radioactivité est 4000 fois supérieure sous forme de poussière? On imagine bien que si on est confronté à ces poussières sous forme d'inhalation ou d'ingestion, c'est pas anodin. Dans son reportage, sauf erreur de ma part, il conclut aussi qu'il reste des questions à préciser, à soulever, et ce que nous disons nous aussi, effectivement, devant l'inquiétude qui se manifeste sur l'uranium appauvri utilisé comme munition, les armées, le service de santé des armées poursuivent les études pour voir les conséquences, la radiotoxicité et la toxicité chimique de l'uranium appauvri. Mais ça veut dire que vous ne contestez pas ce que vous avez entendu? Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de contestation sur ce qui est dit d'un côté ou d'un autre. Je crois qu'il est important que tout le monde se mette à travailler sur les études pour savoir la toxicité réelle de l'uranium appauvri. D'accord. Alors qu'est-ce que vous répondez au professeur Mélin, qu'on a entendu tout à l'heure sur ce plateau, lorsqu'il dit que les leucémies peuvent notamment s'expliquer par le fait que des poussières d'uranium appauvri se fixent, on va dire, sur des tissus, sur les poumons par exemple, et que le sang, à chaque fois qu'il passe devant ces particules, il se charge en particules alpha, et petit à petit, on a une exposition qui est certes de faible dose, mais qui est extrêmement longue et qui pourrait expliquer ces leucémies. Alors, effectivement, le réservoir naturel lors de l'inhalation des poussières d'uranium est le poumon. Pour nous, ce qui est important, c'est de constater ou non la présence d'uranium appauvri dans les urines qui peut, d'après nos études, persister jusqu'à 10 ans après l'exposition. Dans le cas présent, je prends l'exemple des malades que nous avons à l'heure actuelle, nous n'avons pas retrouvé de traces d'uranium appauvri dans les urines de ces patients. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à un médecin qui vous dit tout ça, c'est un rideau de fumée, c'est pas suffisant comme analyse médicale? Je crois qu'il y a des contradictions à l'heure actuelle importantes sur les conséquences de l'uranium appauvri. Donc il est important de mener ces études et de voir si il y a réellement des conséquences ou pas avec l'uranium appauvri. Et mais vous n'êtes pas en train de nous dire que de toute façon ces analyses d'urine telles qu'elles ont été faites suffisent à complètement exonérer l'uranium appauvri de tout danger? Le service de santé des armées n'élimine pas l'uranium appauvri comme cause potentielle
des hémopathies malignes aiguës. Hémopathie maligne aiguë, leucémie, lymphome. C'est important que vous disiez ça. Bien sûr, c'est ce qui a toujours été dit depuis le début. Si, c'est ce qui a été dit depuis le début. Nous n'éliminons pas la potentialité que l'uranium appauvri puisse être une des causes des leucémies. Il y a quelques jours, un petit peu sous la pression de l'opinion publique, il faut le dire, le gouvernement a dit à tous les vétérans qui revenaient de la guerre du Golfe ou des Balkans, si vous voulez subir des analyses, c'est possible. J'allais vous poser une question. Ce syndrome de la guerre du Golfe, en tout cas, il n'est pas apparu hier. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vous, mené ces tests au sein de l'armée avant? En ce qui concerne le conflit du Golfe, nous avons été en relation avec les Américains, les Canadiens et les Anglais depuis 1993 et nous n'avons constaté au niveau du service de santé des armées aucune consultation pour pathologie, pour symptômes rapportés telles qu'elles étaient décrites dans le syndrome du Golfe. Mais qu'est-ce que vous faites de tous ces vétérans qui se sont inscrits à l'association Avigolf et qui, eux, décrivent dans les reportages qu'on a diffusés, justement, ces pathologies, ces syndromes, qui disent « j'ai des douleurs musculaires, j'ai des pertes de mémoire, je suis beaucoup plus nerveux qu'avant », ou même des choses beaucoup plus graves que ça. Ces gens-là sont jamais venus vous voir. Je ne minimise absolument pas les problèmes de santé de ces personnels. Non, mais leurs médecins, ils ont écrit sur des papiers officiels qu'on a montrés d'ailleurs, syndrome de la guerre du Golfe. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un militaire qui n'est pas venu vous voir à la fin de la guerre du Golfe en vous disant je me sens pas très bien, est-ce que vous ne pourriez pas me faire subir des tests ou des choses? Pourquoi vous n'avez pas mis en place une campagne de tests? Avant le mois de juillet, moins de 300 personnes ont fait une demande de concession de pension militaire d'invalidité, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à avoir une réparation d'un préjudice médical pour au retour du séjour dans le Golfe. Après que le ministre de la Défense ait annoncé au mois de juillet que les anciens militaires seraient vus, s'ils le désiraient, dans les hôpitaux des armées, nous avons eu 30 personnes, 30 anciens militaires qui sont présentés dans les hôpitaux des armées. Au total, donc, 330 personnes sur 25 000 participants. Je ne minimise absolument pas les problèmes de santé de ces personnes-là. Mais effectivement, il faut relativiser par rapport aux 180 000 ou je ne sais plus exactement le chiffre de cas américains. Vous voulez dire que 330 sur 25 000, c'est pas beaucoup, quoi? Je veux dire que en France, nous n'avons pas constaté de pathologie identique à celle que les anglo-saxons ont constatée chez leurs participants au conflit. Docteur Estripo, vous êtes médecin en chef, donc vous êtes médecin et militaire. Dans votre tête, vous êtes quoi d'abord? Vous êtes médecin ou vous êtes militaire? Je suis un médecin qui participe au soutien médical des militaires français que le gouvernement envoie sur les théâtres d'opération où il juge que c'est nécessaire. Oui, mais vous m'avez pas répondu. Je suis médecin. Je suis médecin. Vous êtes d'abord médecin? Je n'ai pas à être d'abord médecin ou d'abord militaire. Je suis un médecin qui participe au soutien des militaires français en opération. C'est-à-dire que pour vous, on ne peut pas être d'un côté médecin et puis de l'autre militaire, vous êtes médecin militaire. Je suis médecin militaire. C'est quasiment un seul mot. Oui, je suis médecin militaire. D'accord. Je me retourne vers vous, Jacques Serron, maintenant. Vous représentez la direction générale de l'armement. Je vais vous poser des questions en fait très simples parce qu'on a beaucoup de mal à avoir des réponses très simples à des questions très simples. Combien d'obus à uranium appauvri ont-ils été fabriqués en France? Plusieurs milliers. Ah, c'est pas une réponse très précise à une question très précise. Vous comprendrez très bien qu'il soit difficile de donner un chiffre exact. Ça touche quand même la protection de la France. Et donner un chiffre exact, c'est livrer aussi un certain nombre, je dirais, d'informations sur notre potentiel. Donc, disons plusieurs milliers. Alors, le ministre de la Défense a dit devant la représentation nationale à l'Assemblée nationale 60 000. Apparemment, il paraît que c'est un peu sous-estimé. Écoutez, vous n'allez pas contredire le ministre, quand même. Je ne sais pas si le ministre a dit 60 000. Je n'ai pas cette information-là. C'était en 1998, c'est pas un secret défense, c'était à l'Assemblée nationale. Je m'en tiendrai à plusieurs milliers. Le chiffre de 60 000 me paraît peut-être un petit peu élevé, quand même. Ah bon, donc ça veut dire que le ministre de la Défense s'est trompé? Je ne saurais vous dire, je n'ai pas ces informations-là. Pourquoi la France, d'après vous, a-t-elle décidé de se lancer dans la fabrication de munitions à uranium appauvri, alors même que des rapports américains stipulaient depuis 1990 que ces munitions étaient dangereuses? On a même montré un document de l'armée américaine disant ces munitions sont tellement dangereuses, y compris pour les populations civiles, qu'on pourra les utiliser qu'une fois. Après, il y aura un tel scandale qu'on ne pourra plus les utiliser.
Alors, la fabrication a démarré après 90. Donc après les rapports. Nous n'avions pas les informations américaines. Les informations des Américains sont des informations qui paraissent dans Internet ou autre, et il est difficile de vérifier. On fait des travaux pour vérifier toutes ces informations, mais nous n'avions pas l'information de la dangerosité, comme vous le dites. Vous êtes en train de nous dire que les Américains auraient fait des rapports tout seuls dans leur coin sur la dangerosité de l'uranium appauvri, et puis qu'ils vous auraient livré de l'uranium appauvri, qui vous aurait laissé fabriquer ces munitions sans vous tenir au courant. Oui, alors là, l'uranium qui a été livré à la France, il a été livré sans aucune procédé de fabrication de ces munitions. C'est la France qui a étudié et fabriqué ces munitions toute seule. Qui avons découvert, je dirais, au fur et à mesure, je dirais, un certain nombre de rapports qui ont pu paraître dans la presse et que nous regardons, je dirais, avec énormément d'attention. Vous êtes en train de nous dire que nous, journalistes, nous sommes en train de vous apprendre des choses à vous, DGA? Non, pas forcément à apprendre, mais ça nous permet de regarder aussi si on a bien vérifié tous les points. On a vu tout à l'heure dans le reportage que la terre qu'on avait, nous, rapportée de Serbie, proche du Kosovo, et qu'on a fait analyser dans un laboratoire, cette terre, aujourd'hui, elle est toujours radioactive. Est-ce que vous avez conscience des risques qui sont encourus par les populations civiles qui vivent là-bas aujourd'hui? Alors, il faut faire une analyse. Je crois qu'on a proposé avec l'OTAN, disons avec les organismes officiels, de se joindre à eux pour regarder les conséquences qu'il pourrait y avoir sur les populations. Je suis désolée de vous dire que là encore les journalistes vont plus vite que vous. Attendez. Mais alors là vous l'avez vu, non mais je voudrais qu'on se base vraiment sur ce qu'on a vu. On a pris de la terre, on l'a mise dans un sac, on a rapporté ce sac. On l'a fait analyser par deux laboratoires et on nous dit, attention, radioactivité extrêmement forte. Aujourd'hui, cette radioactivité que vous dites forte, nous ne l'avons pas relevée, nous, sur toutes les expérimentations qu'on a pu faire. Nous faisons des relevés systématiques sur l'environnement de nos pas de tir, puisque nous avons des installations de tir sur lesquelles nous faisons des tirs de munitions d'évaluation, et nous n'avons relevé, je dirais, des valeurs légèrement supérieures, je dirais, à ce qui est l'environnement, mais bien inférieures à des sommes, à des valeurs qui sont relevées dans des zones du territoire français de radioactivité naturelle importante. On s'est aussi intéressé à ça, et notamment au centre de tir de Gramma, dans le Lot, puisque c'est là que les tirs d'obus à uranium appauvri ont eu lieu. Alors moi j'aimerais d'abord préciser une chose qui est importante, c'est qu'il faut dire que ces tirs ils ont eu lieu en milieu confiné, on l'a vu nous, on a montré ces images. Donc confiné, ça veut dire qu'a priori l'environnement effectivement n'est pas contaminé. D'accord. On est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire que c'est normal que les analyses ne relèvent rien. Alors, vous dites pour Gramma, c'est vrai que c'est normal qu'il n'y ait rien. Pour Bourges, ce qui est un autre centre d'essai, la radioactivité que nous avons, même si elle est supérieure à une radioactivité environnante immédiatement, et je le maintiens, je dirais absolument pas anormale et dangereuse pour une approche. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi l'ANDRA, qui est donc une agence, là, tout ce qui est gouvernemental, c'est pas des écolos, etc., classe le centre de Bourges ou le centre de Gramma comme une centrale nucléaire? Pourquoi? Parce que tout ce qui est uranium appauvri fait partie de ce qu'on appelle des déchets de première catégorie pour l'uranium. C'est-à-dire que c'est des déchets que nous ne pouvons laisser, je dirais, à l'air libre, vagabonder. Donc ils sont parfaitement stockés, que ce soit d'ailleurs les gants de manipulation, que ce soit le sable, que ce soit les parties des cibles que nous avons. En l'occurrence, c'est répertorié par l'ANDRA comme un endroit hautement radioactif. Oui, où il y a des risques et donc il faut protéger ces produits que nous évacuons et donc on les stocke avec précaution, oui. Je vous remercie à tous les deux en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à ces questions. Et puis bien sûr, dans Pièce à conviction, on a l'habitude de suivre les dossiers. Donc on vous tiendra au courant et on tiendra au courant les téléspectateurs sur la suite des analyses de ces munitions qu'on a rapportées et puis bien sûr sur la suite du dossier. Voilà, si vous voulez vous documenter plus avant sur ce dossier de l'uranium appauvri, 3 ouvrages viennent tout juste d'être publiés. Guerre du Golfe, la sale guerre propre de Christine Abdelkrim Delanne, qui est aussi la présidente d'Avigolf. C'est aux éditions du Cherche Midi éditeur. Uranium appauvri, la guerre invisible de Martin Messonnier, Frédéric Lourd et Roger Trilling. C'est aux éditions Robert Laffont. Enfin, Audit atomique, le coût de l'arsenal nucléaire français de 1945 à 2010 de Bruno
Bruno Barillot. Cette fois, c'est édité par le Centre de documentation et de recherche. Cette émission est terminée. Excellente fin de soirée sur France 3. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Pièces à conviction. Bonsoir.